Allô, allô, allô! Salut tout le monde! Hey, c'est notre premier épisode de balado de 2025. J'avais besoin d'une petite pause au retour des fêtes. Donc, je vous remercie super gros d'être là, de votre écoute, de votre assiduité, de votre non-assiduité, parce que c'est correct si vous faites juste écouter un épisode de temps en temps. Et, oh bon sang, il s'est passé tellement de choses pendant la période des fêtes. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, vous avez probablement vu que pendant, au fond, le temps des fêtes, j'ai accueilli un chiot en famille d'accueil ici chez moi avec mes airs bêtes de chien plus vieux. Donc, c'était un jeune chiot qui... Qu'est-ce que tu... Ah, bon... qui s'est retrouvé relocalisé. Il y avait besoin d'une famille en attendant. David et moi, on l'a pris sous notre aile pour 6 jours afin de permettre au refuge qu'elle allait le prendre en charge, honnêtement, d'avoir le temps de souffler et d'aller à ses parties de Noël. Comme nous, David et moi, on avait un temps des fêtes quand même assez tranquille de prévu. Le petit pet s'en est envenu chez nous. Et j'ai travaillé avec lui pendant ces 6 jours-là. Il a fini par trouver sa famille pour toujours. D'ailleurs, c'est la grosse nouvelle, Watanuki. C'est ça ici, son nouveau nom que David lui a donné. Donc, Watanuki a trouvé... Merci, Rin, t'es donc bien fine! A trouvé sa nouvelle famille pour toujours. Donc, il est maintenant avec eux. Je vais juste m'occuper de ça ici. Je trouvais que c'était une bonne occasion de parler de ça et de parler de 3 éléments qui sont essentiels aussitôt qu'on parle de gestion des émotions, aussitôt qu'on parle de problèmes de comportement, de réhabilitation ou de tout ce qui touche faire de son chien un bon chien. Et ça fait maintenant, ça fait quasiment 10 ans que je suis dans le domaine de l'entraînement des chiens. Et en 10 ans, j'en ai vu énormément. Et j'ai vu beaucoup de gens se questionner, se remettre en question, essayer des affaires, se demander si c'est eux le problème, si c'est le chien le problème, essayer de trouver... Inconsciemment, c'est-tu eux, c'est l'éleveur, c'est le ci, c'est-tu le chien lousse qui s'est jeté sur leur chien? Bref, et une phrase que j'ai vue qui a fait énormément de mal aux gens, c'est la fameuse phrase qui dit il n'y a pas de mauvais chiens, il y a juste des mauvais maîtres. Ou des phrases qui sont c'est tout selon comment tu l'élèves. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que c'est vrai? Et on va parler de la part de la génétique, de l'environnement et de l'entraînement, qui sont 3 éléments essentiels à comprendre. Aussitôt, comme je le disais, qu'on parle de gestion des émotions, de réhabilitation, de faire de son chien un bon chien, ou aussitôt qu'on a un chien qui cadre pas nécessairement dans l'image projetée par les médias de c'est quoi avoir un chien. On a Micheline qui vient d'arriver. Je suis super contente que vous soyez là. D'ailleurs, si on a des gens que c'est dans vos premières expériences avec moi, pour celles qui écoutent l'épisode de balado en direct, moi, j'aime ça quand c'est interactif, j'aime ça quand on parle ensemble, on jase ensemble. Donc, si vous voulez mettre des emojis, réagir dans les commentaires, ça vous fait penser à une histoire intéressante, vous avez une question, vous voulez parler de votre chien, allez-y dans les commentaires, ça va me faire plaisir. C'est tout le temps beaucoup... C'est tellement mieux quand c'est interactif que de donner un cours magistral comme ça en monologuant. C'est plate, autant pour moi que pour vous. Donc, interagissez dans les commentaires. Ça me fait tout le temps tellement plaisir.
Et si vous écoutez en rediffusion, vous pouvez mettre des commentaires, je les regarde. Donc, peu importe où vous écoutez le balado, que ce soit sur Spotify, Apple, sur YouTube, sur Facebook, vous pouvez mettre des commentaires par la suite. Ça me fait toujours plaisir de les lire. Donc, comme je le disais, je voulais qu'on parle de l'apport de la génétique, de l'apport de l'environnement et de l'apport de l'entraînement dans tout ce qui fait que notre chien est un bon chien ou dans toutes les difficultés de notre chien. Et je veux aussi mettre ça au clair que tous les chiens sont des bons chiens, ok? Votre chien est un bon chien de la même manière que vous êtes une bonne personne. Puis oui, tout le monde a ses défis. Et oui, votre chien a ses défis. Puis c'est possible qu'il y en ait plus que d'autres. Ou c'est possible que on est proche, mais il y a comme des petites affaires qui vous chicotent. Regardez là, il n'y a aucun être sur Terre qui est parfait. Et votre chien est un bon chien. Et c'est correct et c'est tout à fait légitime de vouloir l'aider à s'améliorer. Et ça ne fait pas de lui un pas bon chien. Et je veux aussi être très très clair que peu importe les difficultés de votre chien, vous êtes une bonne maman de chien. Sinon, vous ne seriez pas ici en train de m'écouter. Vous êtes une personne, excusez-moi, ça me pique, qui est dévouée, qui a soif de savoir, qui a soif de mieux faire. Je connais mon monde, je connais mes étudiants, donc on va régler ça direct en partant. Votre chien, c'est un bon chien. Vous êtes une bonne maman de chien. Dans les deux cas, il y aura toujours place à l'amélioration et il y aura toujours place à célébrer aussi. Mais c'est important de faire les deux. Célébrer qui vous êtes, tout ce que vous faites pour votre chien, les efforts que votre chien fait, même si c'est pas parfait, ses progrès, même si c'est pas la réhabilitation avec des néons et des majuscules, chaque élément mérite d'être célébré dans son imperfection, de la même manière que vous et votre chien, dans vos imperfections, méritez d'être célébrés. Avez de la valeur et oui, on continue à essayer de s'améliorer. Oui, il y a peut-être des choses dont je vais parler dans cet épisode-ci qui vont entraîner des remises en question. On ne change pas le passé. Donc, les j'aurais donc dû, c'est bien de s'en rendre compte, mais à un certain point, ça sert à rien. Ok? C'est de l'énergie gaspillée. Peu importe ce qui s'est passé, si vous vous rendez compte que j'aurais donc dû, ben, on va mettre notre énergie, pas à regretter ce qu'on peut pas changer, mais à aller de l'avant et mettre cette énergie-là afin d'essayer de trouver des solutions pour le présent et le futur. On ne peut pas changer le passé, mais on peut changer le présent et le futur, un pas faisable à la fois. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un chien, c'est 100% comment on l'élève. Et bien entendu, c'est faux. OK? Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a 3 types de choses, il y a 3 types d'éléments qui entrent en ligne de compte afin d'établir la personnalité et les défis comme les points positifs de n'importe quel être vivant sur Terre. Il y a la génétique, il y a l'environnement et il y a tout ce qui est l'éducation et les expériences et l'entraînement, ça rentre là-dedans aussi. Donc, c'est quoi la génétique? Hein? La génétique, c'est l'espèce de l'ensemble de ce qui est programmé à l'intérieur de nous. Et là-dedans, on va rentrer tout ce qui est instinct, tout ce qui vient des parents, tout ce que, au fond, votre chien y est né avec. OK? Par exemple, Tumo, qui est juste ici, il est roux. Ça ici, c'est sa génétique. Ce chien-là, il est venu au monde roux, de petite taille, les oreilles dressées, et il y a du blanc,
Et je pourrais continuer à nommer des caractéristiques comme ça aussi. Et peu importe à quel point j'aurais souhaité avoir un chien noir et feu ou un Shiba Sésame, Tumo il est roux. Et il n'y a aucune quantité de choses que je pourrais faire qui va rendre ce Shiba Inu roux-là à être, je dis n'importe quoi, un lévrier noir et blanc. OK? C'est impossible. Et si on parle de caractéristiques physiques, tout le monde est d'accord avec ça. Il n'y a aucune quantité de cosmétiques, d'entraînement, de patente à gosse vendue sur Internet qui va faire de ce Shiba roux-là un lévrier comme un Greyhound ou un Whippet noir et blanc. OK? Non, c'est ridicule. OK? Il n'y a pas une patente de marketing que vous allez croire qui va mettre la photo de Tumo avec une flèche, avec la photo d'un Greyhound noir et blanc en disant en 30 jours seulement. Il n'y a personne qui va croire ça. Et il y a certains aspects de la personnalité et des instincts de nos chiens que c'est la même chose. Mais comme on ne le voit pas, les gens ont tendance à oublier un peu ça. Donc, au niveau de la génétique, il y a une immense part et il y a beaucoup de débats sur c'est quoi exactement le pourcentage et c'est complexe à savoir. Je vais en parler dans pas long lorsqu'on va parler de l'environnement qui vient prédéterminé au niveau de tout ce qui est le tempérament et les instincts de votre chien. Et ce qui va se passer, c'est que au fond, admettons, si je continue à prendre Tumo comme exemple, Tumo, ben oui, mon fils, a une personnalité de Shiba. Et donc, pour cette raison-là, il y a les instincts qui vont avec et il y a aussi certaines choses qui sont propres à lui. Comme par exemple, Tumo, c'est un chien qui a un certain degré d'énergie. C'est un chien qui n'est pas venu programmer en voulant faire équipe avec un humain pour être, au fond, accomplir quelque chose. C'est pas un chien qui a aussi un immense désir d'écouter, juste pour écouter, ce qu'on peut trouver dans une certaine mesure chez certains types de chiens qui sont faits pour travailler avec un humain. Donc ici, on va parler de la part innée de la valeur du renforcement social. C'est un chien aussi qui est bon pour s'occuper tout seul, ce qui vient avec l'indépendance. Alors que la chose poilue grise qui en ce moment dort en dessous de mon bureau est absolument pourrie pour s'occuper tout seul. Hein? Et donc, il y a aussi des caractéristiques comme ça qu'il est né ainsi. De la même façon, hein, il y a aussi beaucoup de la part de sa personnalité qui vient de ses parents, ses grands-parents, sa lignée. Et ça, c'est en lui. OK? C'est intégré à l'intérieur. Preuve de ça. OK? Preuve. Ellie, qui est couchée là, est un des chiens, selon moi, qui est biaisé, les plus mignons et adorables de toute la planète. Et elle a des petites mimiques qu'elle fait que je trouve tellement cute. Et à un moment donné, j'ai été visiter la personne qui a sa sœur. Okay? Donc, Ellie et sa sœur ont vécu ensemble jusqu'à temps que Ellie ait à peu près 3 mois et demi environ, 12 semaines, plus ou moins, peut-être 13. Et donc, elles ont vécu ce temps-là ensemble, mais après, elles ont vécu séparées. Et mon amie et moi, on s'est rendu compte que Ellie et sa sœur, Raven, c'est comme ça qu'elle s'appelle, avaient beaucoup de mimiques en commun. Et on s'est dit, c'est donc bien drôle. Les deux sœurs ont des expressions faciales vraiment similaires. Mais voici la catch. Ellie, quand elle est contente, elle tend son museau vers nous en clignant des yeux, puis elle fait...
Puis c'est pas de l'apaisement, c'est une petite mimique qu'elle fait qui est vraiment cute et adorable. Et un jour, j'ai été visiter une autre de mes amies qui s'adonne le père d'Ellie. Il s'appelle Scout. Donc, j'ai été visiter mon ami et j'ai été dire allô à Scout, le père d'Ellie. Ellie, je l'avais rangé dans la voiture. À ce moment-là, on était sur notre départ. Donc, je flatte le chien. J'ai dit, t'es donc ben beau. Je connaissais Scout avant de connaître Ellie. Et d'ailleurs, j'ai choisi Ellie parce que son père était ce chien-là que je connaissais et j'aimais bien. Fait que je le gratte, pis ci, pis ci, pis ça. Et là, il met ses papates sur moi. Ou, bref, puis il me fait la même face, la même mimique qu'elle est quand elle est contente. On s'entend, Ellie a vu son père 2 fois dans sa vie. Elle était déjà ado et adulte. Ce chien-là n'a aucunement participé à l'éducation de la portée. Okay? Tout ce qu'il a fait pour Ellie dans sa vie, c'est une coupe de coups de hanche. C'est tout. Okay? Sa participation s'est résumée à ça seulement. Il n'y a rien d'autre qu'il a fait à part ça. La raison pour laquelle Ellie a la même petite face que son père, a fait la même mimique que son père, parce que c'est pas Scout qui fait comme Ellie, c'est Ellie qui fait comme Scout, c'est la génétique. Donc, ça ici, c'est parce qu'à travers les gènes, il y a quelque chose qui y a passé. Et de la même manière qu'un parent peut passer sa couleur, sa grandeur, ses belles qualités, comme dans le cas de Ellie, son poil de fesses frisé, il y a aussi des choses que le parent va passer, comme de l'anxiété, de la réactivité, de la protection des ressources, une crainte des étrangers, à être hyper conscient de tout changement dans son environnement et bien entendu des instincts qui ont été sélectionnés ou non qu'on va retrouver. Donc c'est pour ça que lorsqu'on cherche un chiot, c'est bien de savoir d'où est-ce qu'il vient. Bien entendu, si c'est pas un chien qui vient d'un refuge, qui est tout aussi beau et légitime, et on va en reparler. Donc là, on parle de quelqu'un qui est prêt à acheter un chiot tout neuf. Acheter ou adopter, pour moi, ça veut dire la même affaire. Et donc, de se renseigner au niveau des parents. Ils sont comment? C'est quoi leur personnalité? Est-ce que j'aime ce chien-là? Et d'observer les parents de votre potentiel futur chiot en se demandant est-ce que je voudrais de ce chien-là dans ma maison et qu'il soit le mien. Hein? Parce que la personnalité du chiot va venir de la personnalité de ses parents. Et jusqu'à un certain point, il y a des choses qu'on va pouvoir améliorer ou aggraver, mais on ne pourra pas tout changer. Parce que au niveau de la génétique, il y a certaines choses qui sont fixes de la même manière que ce Shiba roux-là ne sera jamais un Greyhound noir et blanc. OK? Et donc, on veut faire attention à ces détails-là. Je me souviens à un moment donné, j'étais à mes débuts en tant qu'éducatrice et je reçois un appel et la personne me dit « J'ai un problème avec mes chiens, sont réactifs. » Donc, elle avait 3 chiens, les 3 étaient réactifs et elle dit « Il y en a une, c'est la fille de l'autre. » La mère, elle est anxieuse et réactive. Je m'étais juré que ça arriverait pas à sa fille. Je comprends pas, elle est réactive aussi. Comment dire de manière polie? Eh bien, il y a une partie que c'est génétique. Donc, si maman est réactive et anxieuse, il y a de grosses chances que Féfé et Fiston
au pluriel ou non, le soit aussi. Donc, jusqu'à un certain point, il faut comprendre que notre chien vient avec des instincts programmés et un tempérament qui est le sien. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a rien sur lequel on peut avoir une incidence. Donc, on a Nikita qui dit, c'est encore drôle, il y a des gens qui sont convaincus que le mâle est normal dans des races dont la génétique ne l'inclut pas. Donc là, ça oui, c'est parce qu'il y a eu du mélange quelque part, mais c'est parce que les vendeurs, ceux qui font pas de la bonne reproduction, là, leur seul but, c'est produire des chiens à haut volume, rapidement, puis les vendre. Ils font pas attention à la socialisation, on va en reparler, d'avoir un bon environnement. Ils font pas attention à la sélection basée sur le tempérament, la santé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est produire des chiens que le monde a envie d'acheter rapidement. Fait qu'ils vont miser sur des choses comme des couleurs rares, des mix avec des noms exotiques, les chiens entiers qu'ils ont, puis j'ai mets ensemble. Fait que des fois, c'est juste la disponibilité. Et c'est pour ça qu'on veut faire attention sur le type de place où on va aller chercher un chiot. Et c'est pas parce qu'un éleveur se dit éthique qu'il l'est. Parce que le chiot que j'ai accueilli pendant le temps des fêtes, son éleveur se dit éthique. Il n'y avait pas grand-chose d'éthique là-dedans, à part une coupe de lettres sur le clavier. Quand les gens ont eu des problèmes avec le chiot et ils ont vraiment essayé, ils ont vraiment essayé, c'était du bon monde. Je l'ai dit qu'ils se sont retrouvés dans une situation dépassée parce que au niveau de la génétique du chiot, on avait un chiot qui était beaucoup trop intense pour eux. C'était un mauvais match et ce n'était pas de leur faute parce qu'ils sont fait vendre du rêve par quelqu'un qui voulait juste du cash et qui a détruit leur rêve. Et à nouveau, ça donne rien de faire des j'aurais donc dû. Ces gens-là ont fait confiance à quelqu'un qui, lorsqu'ils ont eu besoin d'aide, la personne leur a dit « Arrange-toi avec tes troubles. » Donc ça ici, j'ai bien de la misère. Oui, on a Nikita, excellent commentaire, qui dit que on a 3 facteurs dans la situation dont j'ai parlé, de la fille qui était réactive comme sa mère. Il y a la génétique, bien entendu, mais on a aussi l'influence de la maman, la socialisation, et on a ce que, au fond, la personne, l'entraîneur, parce qu'on est tout le monde avec notre chien, on est son entraîneur, qu'on aime entraîner ou non, et ça aussi, ça a une grosse incidence, donc on va en reparler. Et donc, on a Valérie qui dit aussi, j'en parle maintenant parce que je pense que je vais faire ce commentaire-là. Donc, on a Valérie qui dit, j'ai regretté longtemps d'avoir adopté un chien comme deuxième famille sans avoir connaissance des parents. J'ai appris sur le tas et j'en ai bavé pas mal, mais mon chien m'a beaucoup appris et il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai moi-même déjà eu une chienne de refuge. J'ai eu des émotions par rapport à son passé en me demandant est-ce que ça aurait été différent si c'était moi qui l'avais eu dès le début. Et je connais des gens qui ont été chercher des chiens dans des situations qui se sont rendus compte finalement c'était pas nécessairement une bonne place où aller chercher un chien. Mais la génétique, on ne peut pas la changer. Ceci dit, la façon dont les gènes vont s'exprimer, là-dessus, il y a de l'incidence. Et à nouveau, je le répète, tous les chiens sont des bons chiens et notre chien, on l'a déjà. Donc, on va mettre notre énergie non pas à regretter, mais sur qu'est-ce que je peux faire en ce moment. Et l'histoire de Watanuki nous prouve l'importance de bien choisir la provenance de notre chien, mais aussi à quel point
la génétique influence, mais les autres éléments vont influencer aussi. Hein? Et ça ici, c'est important et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette présentation-ci. Donc, la génétique, on peut rien faire. Le chien, il est né comme ça, il est programmé ainsi. C'est, si on faisait un gâteau, la génétique, c'est les ingrédients qu'on a à notre disposition et les ingrédients aussi qu'on est obligé d'utiliser. Et notre but est de faire quelque chose qui est bon, mangeable et, bref, un gâteau qui est bon, mangeable et présentable et qui se digère bien. Donc, la génétique, c'est les ingrédients à notre disposition et ceux qu'on est obligé d'utiliser. Ensuite, on a tout ce qui tombe dans l'environnement. L'environnement, c'est pas la planète et les changements climatiques, même si c'est très réel. L'environnement, c'est un mot qui a plusieurs définitions. Le contexte dans lequel le chien vit et évolue. Okay? C'est tout ce qui est, au fond, et techniquement, l'entraînement rentre dans l'environnement, mais on va le séparer à des fins de concision. Okay? Donc, c'est l'ensemble des expériences de notre chien au cours de sa vie donc ce qui se passe au quotidien, les expériences qu'il va avoir, le type de contexte dans lequel il est. Et on a aussi là-dedans la façon que ses besoins sont comblés. Donc, votre chien il est né avec une génétique X et il vit dans un contexte Y. Donc, ça ici, c'est chez vous, votre maison, votre famille, votre quartier, les alentours, son quotidien, sa routine, comment vous dépensez son énergie, comment vous... qu'est-ce qu'il mange? On a ça aussi. De quoi a l'air sa journée? Qu'est-ce qui se passe? Donc, tout ça, ça rentre dans l'environnement. Et dans l'environnement, on a tout ce qui touche l'épigénétique, qui brièvement, et on ne va pas rentrer beaucoup là-dedans parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais je n'ai pas les qualifications. L'épigénétique, c'est la façon que les gènes vont s'exprimer. Donc, au cours de la vie, hein, même à l'âge adulte, mais surtout lorsqu'il est jeune, il y a des expériences, des contextes, à nouveau plein d'éléments, le quotidien qui va changer comment les gènes vont s'exprimer. Donc, on a une certaine influence, mais on va se calmer. Comme oui, c'est passionnant, mais c'est un nouveau sujet de recherche, l'épigénétique. Fait qu'on va comme mettre un petit peu ça de côté. L'environnement va énormément influencer le comportement de notre chien parce que l'environnement va aller déclencher certains instincts ou non et l'environnement va aussi faire en sorte que certains traits de personnalité de notre chien vont devenir plus grands ou plus petits. Pour expliquer, la génétique, par exemple, la protection des ressources. Okay? La protection des ressources, admettons, notre chien naît avec un potentiel de faire la protection des ressources qui est gros. Admettons, ici, il fait pas pantoute de protection des ressources, puis ici, il en fait à côté dans le tapis. C'est un monstre, il est débile, ce chien-là mort, genre, c'est un danger pour la société. OK? Là, on a les deux extrêmes. Rien. Puis, ça, c'est un cas de pic-pic, bye-bye, je suis désolée, comme ce chien-là, il est dangereux. OK? Donc, notre chien va naître avec une certaine braquette, OK? Et ça, ici, c'est prédéterminé par la génétique et ça va être plus gros ou plus petit selon la génétique dans notre échelle. Donc, dans lequel, bam, il est né, notre chien, il a ce potentiel-là de protection des ressources. OK? Et l'environnement va faire en sorte qu'il va se situer à quelque part dans cette braquette-là.
Donc, on peut avoir un chien qui naît avec un potentiel très bas de protection des ressources, mais parce qu'il est dans un environnement où sa protection des ressources est constamment déclenchée parce que les gens savent juste pas, puis il y a plusieurs chiens, puis il y a pas beaucoup de gestion dans la maison, fait qu'il y a souvent du volage de choses, puis il y a beaucoup d'enfants, fait que les enfants prennent les choses du chien, puis quand le chien part avec les mitaines, les gens ils chicanent le chien, puis ils y enlèvent. Toutes des choses qu'on a déjà vues, puis qui partent pas de mauvaises intentions, on va se retrouver en haut de la braquette. Alors qu'on peut avoir des chiens qui naissent avec un gros potentiel, une grosse braquette quand même, de protection des ressources, mais parce que l'environnement est hyper géré, et aussi l'autre élément dont on va parler, parce que il y a des entraînements qui sont faits et parce que les autres besoins connexes du chien sont comblés, il va être en bas de sa braquette, là, à la limite qui est possible dans, comme je le disais, dans sa braquette. Donc, la génétique, on ne peut pas beaucoup y toucher, mais l'environnement, là, on a de l'influence. Et à nouveau, c'est tout ce qui touche le contexte dans lequel le chien vit. Notre maison, notre terrain, qu'est-ce qui se passe dans la maison, c'est quoi son quotidien, c'est quoi sa semaine, comment est-ce qu'il dépense son énergie, est-ce que ses besoins sont comblés, on a qu'est-ce qui se passe dans le quartier aussi, et c'est l'ensemble, au fond, des choses, l'environnement dans lequel ce chien-là va évoluer. Et l'apport de l'environnement est énorme. C'est fou à quel point ça a un impact. Et j'irais même jusqu'à dire que l'environnement va, selon moi, avoir beaucoup plus d'importance que les entraînements. Si on a un chien avec qui on fait des entraînements, mais que l'environnement va constamment remettre le chien dans un contexte où il va pratiquer le type de comportement qu'on veut pas, ça va être vraiment difficile. Un pro pourrait y arriver, mais une personne régulière que l'entraînement, c'est pas son dada, on est mieux de se lever de bonne heure parce que ça va être vraiment difficile. Donc, l'environnement a un impact immense sur le comportement et sur la façon dont la génétique va se présenter. Un autre bon exemple, ok? Un exemple qui est, on a un chien qui est né dans un environnement qui est pas juste un chien de berger vraiment typique, vraiment moyen. Et ce chien-là, comme n'importe quel chien de berger, est sensible au mouvement. Il a un grand besoin de se dépenser. Il est très sensible aussi. Et il a un gros besoin de contrôle. Du mouvement, oui, et il est à l'affût des changements dans son environnement, probablement plus que la moyenne. Okay? Et si ce chien-là, dites-moi dans les commentaires, si ce chien-là se retrouve dans une famille au centre-ville de Montréal, je répète, on a un chien qui a un grand besoin de dépenser son énergie. On a un chien qui est très sensible au niveau de ses émotions. On a un grand besoin de contrôle du mouvement et on est très à l'affût des changements dans l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ce chien-là va évoluer avec du bon monde, là, du bon monde moyen. Là, ils vont faire des cours de maternelle. C'est pas des entraîneurs. Ils veulent juste un bon chien qui va suivre dans les activités. Okay? Rien de spécial, rien de particulier. Comme juste du monde bien ordinaire avec des vies puis de la bonne volonté, mais pas des entraîneurs. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Il n'y a pas d'absolu en éducation canine. Qu'est-ce qui risque de se passer? Versus, on prend le même chien, puis on le met dans un même type de famille, là, du bon monde, qui vont probablement faire un cours de maternelle, pas des entraîneurs, qui veulent juste un bon chien qui va suivre dans les activités, ok? Sauf que ces gens-là habitent
dans un cul-de-sac en banlieue, mais tu sais, genre une banlieue vraiment tranquille, là, genre en arrière d'eux, il y a comme un petit bois, puis c'est pas du monde, tu sais, que genre ils ont 5 enfants, puis tous les amis s'en viennent, ça rentre, ça sort, là, tu sais, du monde tranquille, qui habite dans un endroit qui est tranquille, il y a pas beaucoup de va-et-vient parce que sont dans un cul-de-sac, je l'ai dit, puis après ça, c'est du bois. Tu sais, genre, sont comme en bordure de la banlieue. Là. On n'est pas en campagne, là, mais quasiment. Tu sais, genre, comme, on n'est plus sûr. Le même chien, dans ces deux environnements-là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a Valérie qui dit que dans le contexte urbain, ce chien-là va devenir, puis là, à Harry, comme son chien, devenir stressé de la vie. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est que son comportement de base, d'être aux aguets des changements dans l'environnement, va être constamment déclenché parce qu'il vit dans un environnement qui est hyper stimulant. S'il est sensible au bruit, puis qu'il habite dans un condo, comme je l'ai dit, au centre-ville de Montréal, genre, soit au centre-ville ou genre P9 et Jean Talon dans Villeray, ok? Pour celles qui connaissent le quartier, vous savez de quoi je parle dans un haut de triplex, ok? Donc, ces éléments-là, ces pièces-là dans l'instinct du chien vont être constamment déclenchées, ce qui fait que, au fond, le niveau de vigilance du chien va être très, très haut, ce qui fait qu'il va beaucoup japper et aboyer s'il est sensible au bruit parce qu'il va faire le saut à tout bout de champ. Et idéalement, et c'est là où il y a pas d'absolu. Il y a des chiens qui vont en revenir éventuellement. Et il y en a qui en reviendront pas. Et ça va juste être de pire en pire, en pire, en pire. Comme aussi il vit en condo, il va faire bien des promenades en laisse et les moyens de dépenser son énergie des gens vont être limités à ce qui est accessible et donc ça va surtout être des activités très stimulantes comme en cachette quand il y a personne qui regarde. J'ai habité à Montréal pendant des années, on détache le chien pour jouer avec lui, y envoyer la balle, gna gna gna, le parc à chiens, aller faire des activités avec lui, mais ça va être surtout au quotidien, sauf la fin de semaine quand la famille peut sortir de l'île, des affaires à haute intensité. Donc, on va avoir un chien qui est quand même pas mal primé, ok, en bon français. Et ici, on a un bon potentiel à avoir un chien qui est surstimulé et qui va devenir hyper vigilant et avec ça va embarquer la réactivité et blablabla. Pas toujours, mais c'est très possible. Et j'ai vu ce scénario-là souvent. Alors que, comme Micheline dit, dans un contexte plus calme, le chien, au fond, tous ces instincts-là de besoin de contrôle du mouvement, d'être aux aguets, de sensibilité au bruit, qui est peut-être un peu plus haut chez ce chien-là, comme ça ne sera pas déclenché constamment, comme c'est des gens aussi tranquilles, qui n'ont pas beaucoup de visites, gna gna gna, le niveau de vigilance du chien va être beaucoup plus bas au quotidien. Comme aussi, il y a un petit bois en arrière, il y a une immense cour, peu importe. Le chien va avoir beaucoup plus d'occasions aussi de pouvoir bien dépenser son énergie dans un contexte où il ne sera pas constamment aïe, hein, comme je le disais, à Montréal, dans les parcs, il n'y a personne qui regarde, tu détaches le chien, tu lances la balle, go, 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 puis il faut pas que tu te fasses pogner parce que ça va te coûter cher en s'il vous plaît. Et donc, ici, on a un bel exemple de comment l'environnement va beaucoup influencer la façon que les traits génétiques vont se présenter. Je reprends Watanuki comme exemple. Hein? Ici, c'est tranquille. Moi, j'ai de l'expérience. Ça rentre dans l'entraînement. J'ai mes autres chiens. On a le bois.
Je sais aussi comment ne pas déclencher certains instincts de la part de Watanuki, ce qui fait que ses comportements de mordillage qui étaient vraiment intenses ont beaucoup diminué parce qu'il était dans un contexte où il pouvait se dépenser. Il n'y avait pas beaucoup de choses interdites dans la maison. Il y avait plein de choses à gruger, renouveler partout. Il pouvait déchiqueter du carton autant qu'il voulait. On avait aussi un contexte où les périodes de jeu étaient prévisibles, les périodes de dépenses d'énergie étaient prévisibles, les périodes de détente étaient prévisibles aussi. Donc, au niveau de la switch off, ça l'a énormément aidé, ce qui fait que son côté intense a beaucoup descendu parce que ses besoins étaient compris, parce que ses besoins étaient comblés. Et donc, ça ici, juste avoir un environnement qui est différent a énormément aidé. Et là, j'ai beaucoup de questions sur chiot versus adulte. Tsumo est un autre excellent exemple. On a déménagé, ça va faire 1 an qu'on habite dans la nouvelle maison. Et maintenant, il vit avec ses sœurs. Il n'est plus tout seul avec son papa. Il y a moi, il y a papa qui est toujours là, mon conjoint David. Il y a Ellie, il y a Rina. Et on a un chien qui faisait beaucoup d'anxiété avant. Dans son cas, à lui, c'est génétique. Tous les chiens dans sa famille, dans son lignage, le sait parce que j'ai les pédigris et que je connais des gens qui ont des chiens dans la famille de Tsumo. Ils ont tous des problèmes d'anxiété. Tsumo, il est le moins pire de la gang. OK? Et donc, Tsumo, en arrivant ici, parce que moi, je suis une entraîneuse puis que j'aime ça entraîner, ben, il y a beaucoup plus d'entraînement, il y a une vie plus enrichie parce qu'il y a ses sœurs qui sont là avec lui. Moi, je gère énormément son environnement. Il a fallu qu'il apprenne à dealer avec ces frustrations-là. Promenade en liberté dans le bois. Au début, il était en longe parce que j'y faisais pas confiance. Et donc, son niveau d'anxiété a énormément baissé parce que l'environnement faisait que ses besoins étaient davantage comblés. Et aussi, bien entendu, j'ai eu une montée de protection des ressources. Hein. Tout n'est pas rose, sauf que j'ai énormément géré. Et après ça, la part de l'entraînement, j'ai travaillé avec lui et avec les autres chiens aussi. Donc, s'il y a eu une montée de la protection des ressources due à la présence des autres chiens, il y a eu une baissée par la suite et maintenant, ça va vraiment bien. Des épisodes de protection des ressources, on en a... C'est rendu de temps en temps, mais c'est rendu quand même assez rare parce qu'on a bonne gestion, bonne dépense aussi. Et je le vois dans les derniers jours, juste avant la vague de froid, Tsumo il s'est juste blessé un petit peu, fait qu'on l'a mis au repos. Il était beaucoup plus grognon puis de mauvaise humeur. Donc ça, ici, c'est toute la part de l'environnement. Là, je veux pas qu'il y ait personne qui capote. OK? Ellie, qui est, comme je l'ai dit, le chien le plus mignon n'ayant jamais foulé cette terre, est un Border Collie qui a bien accepté la vie à Montréal. Donc, ils sont pas tous... Il n'y a pas rien qui est prédéterminé, mais je savais quand même que j'avais à faire attention à ces détails-là. Et aussi, l'éleveur d'Ellie... était à l'aise avec le fait que ce chien-là se ramasse à vivre à Montréal et donc ça l'a fonctionné. Mais maintenant, elle ne vend plus de chiens qui vivent de Border Collie pour vivre dans des milieux urbains parce que même moi, j'ai fini par déménager parce que je trouvais qu'elle était mieux à la campagne. Ceci est une histoire pour un autre jour. Donc, ça ici, c'est tout ce qui est l'environnement. Donc, je vais répondre aux questions parce qu'il y en a beaucoup, OK? On a Micheline qui dit, est-ce que l'environnement a une plus grande influence sur les premières expériences de notre chien? Je dirais, Micheline, plus grande que quoi? Hein? Donc, qu'est-ce qui... c'est plus grand que quoi? Il me manque une partie de la question, pardon.
Donc, ici, on a Véronique qui dit quelles sont nos options quand nous ne pouvons pas offrir le meilleur environnement pour notre chien. Je l'ai adopté en campagne, je me suis séparée, maintenant j'habite en condo. Je vais essayer de la stimuler mentalement, mais ce n'est pas évident. Mais là, ça ici, on rentre dans une énorme question, mais merci de l'avoir posée parce que je sais qu'on n'est pas la seule. OK? Premier élément de réponse. OK? Premier élément de réponse qui est important. Il n'y a personne ici qui mène une vie qui est parfaite et il y a une certaine limite à ce qu'on peut faire sans commencer à se torturer nous-mêmes. Dans votre cas, vous deviez déménager. Et ça s'est fait de la façon que ça pouvait se faire à ce moment-là, à cause de vos réalités, travail, urgence de la chose, détails qui ne nous concernent pas. Et quand on se sépare, c'est bien rare qu'on a envie de rester dans l'ancienne situation. Okay? Donc, je pense qu'il faut se donner grâce aussi et réaliser qu'il y a des choses qu'on fait notre possible. Okay? Puis, deuxième élément, ok? Donc ça ici, c'est le premier élément. Je pense qu'il faut avoir grâce envers nous-mêmes. Deuxième élément, il n'y a personne ici qui vit de vie idyllique et il n'y a personne qui est tenu de donner une vie idyllique, utopique à son chien. Un chien va toujours avoir des côtés à travailler, comme il va toujours avoir des bons côtés. Et même moi, je considère que je pourrais en faire plus pour mes chiens. Tout le monde ici considère qu'on pourrait faire plus, puis que si j'avais plus de temps, d'énergie, je ferais... OK? Et il y a des moments dans la vie de nos chiens qui sont plates, puis il y a des moments dans la vie de nos chiens qui sont agréables. OK? Il n'y a aucun chien... Ça arrive d'être malade, ça arrive que des fois on a des grosses semaines, puis ça arrive que si, puis que ça. Tu sais, comme là, fait moins 30, OK? J'ai beau avoir un bois, j'ai beau avoir toute la bonne volonté sur la planète, si je sors mes chiens dehors, ils ont frette. Puis comme on a eu un hiver chaud, ils n'ont pas eu l'occasion de s'habituer. Fait que là, quand je sors Rina, hein, comme Rina, c'est une trotteuse, hein, c'est pas une sprinteuse, comme elle trotte et elle marche, ben elle a froid rapidement. Puis elle, ce qu'elle aime faire, c'est trotter puis m'attendre, puis trotter puis m'attendre. Fait qu'elle frette aux pattes. Fait que là, elle me regarde puis elle le frette. Fait que ben, je la rentre dans la maison. Fait que ben oui, depuis une couple de jours, elle se promène moins. Puis là, tu mouilles de mauvaise humeur parce que lui, il a 12 ans, puis le frette, il veut plus rien savoir. Donc oui, en ce moment, mes chiens sont pas assez dépensés, mais je contrôle pas la météo. Donc il y a quand même une certaine partie que ça fait partie de la vie qu'en hiver, il fait frette une fois de temps en temps. Hein? Donc, il n'y a personne ici qui a pour contrat de donner une vie, je parle utopique, où tout va bien et chaque jour est la journée la plus parfaite sur la planète. On ne peut pas consacrer les 24 heures de notre journée à être là pour les besoins de notre chien. Ce n'est pas possible. Fait que, voulez-vous, on va se baisser la barre un peu. OK? Donc, on va mettre ça clair. Donc, il y a des choses qu'on peut faire de plus, qu'on peut se demander, est-ce qu'il ne me manque pas des ressources, comme par exemple, écoutez, là, je n'étais pas pour faire un speech de vente, mais avec Rina, elle était super gossante avant de faire le live. Elle jappait pour tout parce qu'elle s'emmerdait, puis j'étais comme, on peut pas la promener. Après 3 minutes, elle commence à lever ses pattes. Fait que j'ai fait un des jeux qui sont dans jour de pluie, un de mes cours en ligne que j'ai sur comment dépenser son chien à l'intérieur. Et donc, ben là, déjà là, ça l'a aidé parce que j'y ai fait travailler le petit cerveau. Je l'ai fait courir aussi dans la maison. J'ai fait des petits entraînements. C'est tout dans les jeux de jour de pluie. J'ai combiné différentes choses. Ça l'a comblé son besoin de bouger et de réfléchir. Au moins ça. Puis après ça, elle a été se coucher. Puis oui,
OK? Ça l'a aidé. Dans votre cas, on peut essayer de mélanger, donner un petit peu plus de stimulation mentale, d'aller se promener à des heures où il n'y a pas grand monde, de prendre la voiture aussi quand on peut pour aller à des endroits où le chien va pouvoir être à un endroit où il va pouvoir davantage se dépenser. Donc, si on a un chien qui a des plus grands besoins de dépenses dans des contextes où il y a moins de stimulation, il va falloir qu'on fasse des efforts en ce sens-là pour aller combler ce besoin-là. Donc, comme j'ai dit, avoir des solutions pour dépenser le chien à l'intérieur, introduire aussi de la stimulation à l'heure des repas, qui est un bon supplément et non pas un remplaçant. Hein? Aller se promener à des heures où il n'y a pas grand monde, essayer dans votre quartier, de repérer les spots secrets, tranquille. Et oui, des fois, il va probablement falloir prendre la voiture pour aller promener le chien à des endroits où il va pouvoir s'ouvrir les pattes, courir, se dépenser à un endroit où il n'y a pas beaucoup de stimulation, mais qui va avoir davantage l'occasion de se dépenser physiquement. Dans le cas de Watanuki, ici, on parle de Watanuki, bien entendu. Là, je ne suis pas en train de suggérer ça à personne. C'est un mauvais match, OK? Ce chien-là ne concordait pas avec cette famille-là et ça marchait plus, OK? Les gens, le chiot leur pourrissait la vie et ils pourrissaient la vie du chiot. Ça marchait pas. Dans ce cas-là, la bonne solution était, ils ont confié leur chiot à des gens qui avaient l'expérience et l'expertise pour le replacer. Et maintenant, le chiot est dans le bon environnement. L'ancienne famille ont eu le cœur brisé, mais ils ont pris la bonne décision parce que pour eux, c'était ça qu'ils avaient besoin de faire et pour le chiot, c'était ça la bonne chose. Des repères, ça peut se reconstruire. Une vie où tout le monde est heureux puis on se pourrit pas la vie mutuellement, c'est important. Et c'est aussi, pour celles qui sont au courant, la raison pour laquelle j'ai relocalisé Zeph. Du moins, Zeph, ça fonctionnait vraiment pas. Ces deux-là saillissaient. Et il n'y a aucune quantité de gestion et d'entraînement qui allait résoudre ça, selon moi, sans tomber dans l'acharnement. Et donc, maintenant, Zeph vit chez mes parents qui l'ont adopté officiellement. Donc, c'est ça ici qui s'est passé. On a Christine qui dit quand Valentin est arrivé à la maison, il gardait même ses crottes. Il avait une forte tendance à la protection des ressources, avec beaucoup de gestion de l'endroit des repos. Les chiens ont acquis des bonnes habitudes. La protection des ressources n'a pas été constamment déclenchée. Elle a fait des entraînements et la gestion était de moins en moins nécessaire, même si elle surveille toujours. Donc là, oui, ici, on a eu un exemple de comment l'environnement et l'entraînement se sont supportés l'un et l'autre, malgré la tendance génétique et les premières expériences qui ont été néfastes afin que ça aille vraiment mieux. Donc, bravo bravo Christine. Micheline est venue préciser, est-ce que, donc, dans sa question, elle le demandait, est-ce que l'environnement a une plus grande influence sur les premières expériences de notre chien, sur des manques ou des mauvais comportements? C'est trop complexe. On n'a pas assez d'informations en ce moment à cause de la découverte de l'épigénétique, qui est la façon que les gènes vont s'activer ou ne pas s'activer. Donc, ils sont là, mais il y a une certaine malléabilité au niveau de la génétique selon ce qui est dans l'environnement. Donc là, ici, ça commence chez les êtres humains, chez les chiens, il y a des discussions, mais il n'y a pas assez de recherche. On ne sait pas quel pourcentage sont chacun. Moi, j'aime le présenter, comme je l'ai dit, la génétique, c'est les ingrédients à notre disposition pour faire le gâteau et ce qu'on est obligé d'utiliser. L'environnement, c'est tout ce qui est outils de cuisine. Les bols, les ustensiles, le four,
les tasses à mesurer, est-ce qu'on a une mixette, est-ce qu'on a un fouet, est-ce qu'on a rien, est-ce qu'on a une fourchette, est-ce qu'on a un gros malaxeur si je veux faire une meringue puis que j'ai une fourchette, ça va être vraiment plus compliqué que si j'ai un gros malaxeur ou une mixette, hein? Donc, ça ici, l'environnement, c'est tout ce qui est les ustensiles de cuisine. Et ensuite, on rentre dans l'entraînement. L'entraînement, c'est le savoir-faire du cuisinier. Et bien entendu, pas juste son savoir-faire, mais sa volonté de faire. C'est les actions qu'on va poser. Donc, il y a notre expérience et notre expertise, mais juste l'expertise tout seul, ça ne sert à rien. Il faut qu'on les pose, les fameuses actions. Et des fois, on a du monde qui se dit « j'ai pas d'expérience, j'ai pas d'expertise, mais garde-moi bien aller parce que j'ai bien de la volonté. » Puis ils vont se débrouiller. Ils vont faire, ils vont observer, ils vont faire une meringue. Je sais pas comment faire. Je suis pourrie pour séparer mes œufs. Ben, je vais l'apprendre. Fait qu'ils s'en vont regarder des vidéos sur Internet, comment séparer le blanc du jaune d'œuf. Hein? Et ils vont apprendre. C'est aussi l'expertise qui te dit, admettons, j'ai des épinards. Je suis obligée de les utiliser dans ma recette. OK? OK. Mais ce que je peux faire, c'est les hacher pour qu'ils soient digestibles. Je peux les faire cuire d'avance aussi. Fait que comme ça fera pas des motons. Ou je peux les utiliser en décoration. Comme ça va passer un petit peu inaperçu. Plutôt qu'avoir un gâteau avec des feuilles d'épinards crus qui vont faire détremper la sauce. Donc, on a aussi, c'est là que l'expertise rentre parce que j'ai beau avoir des ingrédients que je suis obligée d'utiliser, la façon que je vais le faire va être différente. Quelqu'un aussi qui a de l'expérience, même s'il y a moins de bons outils, va être capable de faire quelque chose de correct. Tu sais, c'est mangeable. Genre, faire ta meringue à la fourchette ou au fouet, ça tente peut-être pas. Ça peut se faire avec bien de la volonté. Mais si quelqu'un suit une recette de gâteau, que les ingrédients sont tous là, il y a juste les bonnes affaires qu'il faut, il n'y a pas d'ingrédients bizarres, il y a tout ce qu'il faut, le four il fonctionne bien, la personne a beau avoir pas d'expertise puis pas trop savoir ce qu'elle fait, le gâteau va être présentable, il va être bon, je veux dire ça va être du gâteau là comme ordinaire, ben correct là, tu sais. Donc ces trois éléments là sont importants. Mais l'entraînement, c'est vous. C'est, au fond, l'entraînement, c'est 24 heures sur 24. OK? On ne décide pas quand on entraîne et quand on n'entraîne pas. Le chien apprend 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'en réactivité, si vous, la majorité du temps, vous faites « Ah ben là, ça me tente pas », puis vous faites juste retenir votre chien, puis de temps en temps, vous faites des exercices de réhabilitation, ça fonctionnera pas ben parce que l'entraînement, c'est 24 heures sur 24. Mais à nouveau, comme je l'ai dit, nous, la cuisinière, la maman de notre chien, on a à la fois notre expérience et expertise et on a aussi notre volonté, notre envie de le faire. Donc, il y a ce qui est dans le cerveau, puis il y a qu'est-ce qu'on fait sur la table de travail. Parce qu'on a beau avoir toute l'expérience sur la planète, si on fait rien, ça va donner rien. Ah, si les ingrédients sont bons puis les outils sont là, ça va faire du gâteau. Mais si on a des ingrédients un petit peu bizarres ou s'il nous manque des outils ou si au début on avait un mixeur, là, tu sais, genre, le KitchenAid, comme dans le cas de Véronique, puis whoop, on se ramasse avec un fouet. Ben après ça, c'est là où on a la volonté, hein, de se dire, ok, ben avant, j'avais là la Cadillac du KitchenAid. C'était facile. J'avais juste à peser sur le piton, mesurer un petit peu,
je partais ça, puis pendant ce temps-là, je m'occupais à autre chose. Je continuais mon gâteau, je pitonnais sur mon sel, là, tu sais. Peu importe, je juge pas, hein, parce que le KitchenAid, donc le bois quand on habite à la campagne, c'était facile de dépenser les chiens. Maintenant, j'ai juste un fouet. La vie est arrivée, en passant, des affaires de même, ça arrive à pas ça, mais que la vie nous joue des tours, ça arrive à tout le monde. OK? C'est fini le rêve des années 60. On se marie quand on est jeune. On se trouve des jobs, on fonde des familles, on habite toujours à la même place, puis on va mourir en se tenant main dans la main, entouré de nos enfants et nos petits-enfants. Il n'y aura aucun anicroche, tout va aller super bien. Mais non, on va des fois perdre des jobs, déménager, des enfants vont tomber malades, le couple va avoir des moments moins faciles. Peu importe, là. Comme ça, ici, c'est un mythe, là. Là, comme j'ai dit, il n'y a personne qui a de vie utopique, hein. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, des revers de situation dans la vie, on en subit tous. Malheureusement, des fois, il y en a des plus chiants que d'autres. C'est correct d'avoir des émotions par rapport à ça, mais c'est arrivé, OK? Comme dans le cas de Véronique, son KitchenAid s'est transformé en fouette. Là, il va falloir qu'elle fouette à la main. Est-ce que ça va être plus difficile? Oui. Personne ne va dire le contraire. OK? Ou ceux qui diraient, ben non, OK, mais comme ça ici, là, c'est de la bullshit. Nous, on est dans la réalité. OK? Donc, oui, il va falloir qu'elle fasse un plus gros effort. Elle s'est ramassée avec un petit fouet. Donc, il va falloir qu'elle mette sa volonté là-dessus. Parce que l'environnement a changé. Et donc, à un certain point, ben oui. Donc, c'est ça qui va arriver. Il va falloir qu'elle continue son gâteau. Peut-être aussi de se rendre compte, je ne sais même pas comment utiliser cet outil-là. Ou je me rends compte que finalement, mon sucre, c'est du sel. J'ai fait ça arrive, il était mal étiqueté. OK? Ça arrive, ça aussi, comme du monde qui se font jouer des tours par des éleveurs. Hein? Ou, hein, on vous a donné une poche de quelque chose qui a de l'air de la farine, mais vous savez pas c'est quel type de farine, vous savez pas c'est quoi, c'est de la farine tout usage, blé entier, enrichi, ce serait-tu pas, finalement, de la fécule de maïs, puis on pensait que c'était de la farine. Il va falloir qu'on y goûte. Puis si je me rends compte, hey, finalement, c'est de la farine de je sais pas trop quoi, d'aller trouver des recettes par rapport à ça. Donc ça ici, c'est tout ce qui tombe dans l'entraînement. C'est ce que nous, on décide de faire. Je me secoue, j'ai mes ingrédients, qu'il y a des choses que je peux choisir, il y a des choses que je suis obligée de mettre dans ma recette, j'ai les outils que j'ai. Il y a des choses que je peux changer aussi. Je peux décider, moi, j'ai pas de bol à mélanger. Ben, je m'en vais au magasin puis je m'en achète un. Donc là, ici, on va parler de gens qui vont faire des changements dans leur vie. Décider, par exemple, mon chien est réactif envers les êtres humains. Je veux régler ça. Et je réalise, en écoutant la présentation d'Ève, c'est moi, que si j'ai constamment de la visite à la maison et que moi, j'ai pas le jus pour gérer, aider et entraîner mon chien systématiquement à chaque fois que j'ai du monde qui vient chez nous. C'est too much. Mais je vais prendre la décision de plus avoir de visite à la maison, sauf quand je suis en état pour entraîner. Puis même que je vais m'aider, là on parle de quelqu'un qui a beaucoup de self-awareness, même que les premières visiteuses que je vais avoir, c'est des gens que je vais avoir coachés d'avance, puis je me sentirai pas mal. Fait que je vais entraîner mon chien. OK? Là, on parle de quelqu'un qui décide, qui se rend compte que mon environnement n'est pas propice aux entraînements que je veux faire. Moi, j'ai des buts, j'ai des objectifs. Je veux que ma vie soit meilleure, puis je veux que celle de mon chien soit meilleure. Ben, je vais faire les changements qu'il faut. Donc, la personne va aller au magasin s'acheter le bol qui manque. Changement dans l'environnement. Donc, on peut faire des changements dans l'environnement ou décider, je vais mettre les bouchées doubles puis je vais fouetter ou je vais voir, est-ce qu'il n'y aurait pas dans les outils qu'on m'a donnés, j'ai une perceuse. Qu'est-ce que je fasse avec ça?
Ben, si je mettais ma fourchette après la perceuse pour mélanger, ça ici, on parle d'avoir de la déplette. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. Il y a des décisions qu'on peut prendre, il y a des changements qu'on peut faire et on a aussi le fait de se mettre les mains dans la préparation et de se dire, je vais faire ce qu'il faut. Et bien entendu, il y a l'expertise qui rentre là-dedans. Hein? Quelqu'un qui a déjà fait du gâteau, ben oui, ça va être plus rapide, ça va être plus facile. Quelqu'un qui a moins d'expérience, ben oui, ça risque de splasher un petit peu partout, puis il va brasser, puis whoop, ça va... Mais hein, quelqu'un qui a de l'expérience va savoir aussi quelle grandeur de bol prendre pour pas qu'il y ait de la farine partout dans la cuisine. Sauf que, voici la catch. La seule et unique façon d'acquérir de l'expérience, c'est de le faire. Et là, ici, je vois beaucoup de mes étudiantes qui ont tellement peur de faire des erreurs lorsqu'elles entraînent qu'elles n'entraînent pas. Là, ça ici, c'est une grosse gaffe. Il n'y a personne ici qui est tenu à l'avoir du premier coup. Je l'ai déjà dit, je vais vous le redire autant de fois que vous avez besoin. Votre chien, est-ce que vous lui donnez le droit de faire des erreurs? La réponse est probablement oui, parce que vous êtes consciente que c'est un individu qui des fois a des bonnes journées, puis des mauvaises journées, puis ben oui, ça arrive qu'il fait des erreurs, mon chien, mais je le sais que, regarde, des fois c'est pas de sa faute, il est fatigué, des fois il y a eu un gros événement le matin, genre, il y a eu de la construction dans la rue, whatever quoi, vous donnez le droit à votre chien de faire des erreurs, mais ce droit-là que vous donnez à votre chien de faire des erreurs, est-ce que vous le donnez à vous-même? Pour vrai, là, répondez donc à cette question-là. Donc là, aujourd'hui, là, je veux que vous vous donniez le droit de faire des erreurs. Parce qu'en entraînement, on fait tout le monde des erreurs. Sauf que la grosse différence de l'expertise et de l'expérience, c'est que quelqu'un qui a de l'expérience est capable de voir ses erreurs pendant qu'il les fait puis de les corriger au fur et à mesure. Quelqu'un qui a moins d'expérience, l'erreur va arriver, il va être mis devant l'erreur, il va falloir qu'il réfléchisse. Comment je vais arranger ça? Puis là, il y a le choix. Soit je panique puis je fais plus rien, parce que, oh bon sang, je sais pas, ou j'essaie de réparer mon erreur en premier. Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Hein? Ou, OK, ben j'y arrive pas, je vais aller chercher les informations qui manquent. Voici un bon exemple. Une de mes étudiantes apprend à son chien à être confortable avec les restreintes. Okay? La chienne déteste se faire restreindre, fait qu'on travaille ça parce que ça va être mieux pour tout le monde. Il y a des questions de sécurité là-dedans aussi, tant pour le chien que les gens autour. Donc, on travaille ça. Et à un moment donné, elle entraînait et elle s'est rendue compte qu'elle était en train, moi je l'ai vu d'avance, mais je l'ai laissé continuer parce que je voulais l'amener à réaliser par elle-même, qu'elle était en train d'entraîner un chien à reculer quand elle avançait la main pour l'attraper. C'est arrivé, OK? Ça arrive. Des fois, les chiens ne comprennent pas la bonne chose. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Parce que ça m'arrive à moi aussi. La différence, c'est que moi, je l'ai vu tout de suite que c'était en train de se passer. Ça fait 10 ans que j'entraîne des chiens. Même plus, parce que Tumo, il y en a 12. Mais j'ai commencé Tumo, il y avait 10 mois. Ben, tu sais, au début, j'étais pas une entraîneuse, là. Tu sais, j'étais comme, j'essayais de me dire, j'étais comme une pet people, ben normale. Fait que ça fait, mettons, un petit peu plus que 11 ans que j'entraîne des chiens, OK? Donc, moi, je l'ai vu, je l'aurais réparé tout de suite. Mon étudiante, elle l'a pas vu. Fait que le chien a eu le temps de se renforcer à faire ça. Puis à un moment donné, là, je l'ai arrêté avant. Puis j'y ai dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis elle a dit, quand j'approche la main, le chien recule. Puis j'ai dit, oui, sans t'en rendre compte, tu l'as entraîné à faire ça. Puis là, j'ai posé la question, qu'est-ce que tu pourrais faire pour désentraîner ça et retourner à entraîner ce que tu veux? Il a fallu qu'elle réfléchisse, il a fallu qu'elle essaye, il a fallu qu'elle se réajuste. Mais il n'y a rien là-dedans qui dit qu'elle n'y aurait pas arrivé. C'est juste que ça va demander un petit peu plus de déplette et de réflexion. Sauf que la prochaine fois que ça va arriver, elle va le voir venir d'avance. C'est ça qui est important. C'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience. C'est pas en l'ayant du premier coup. C'est en
essayant des choses, en regardant les impacts, en se réajustant. Et ça ici, c'est tout ce qui rentre dans l'entraînement. Faire les exercices. Se dire, OK, là, j'ai cette génétique-là. On ne rentrera pas dans l'épigénétique, je ne peux pas trop changer ça. Mon environnement, il y a des choses que je peux changer, il y a des choses que je ne peux pas changer. OK? Si j'ai pas de four, par exemple, ça va être compliqué de faire du gâteau. OK? Là, je parle de situation extrême. L'ancienne famille de Watanuki, il y avait des ingrédients, genre, il y avait pas juste du jalapeno, il y avait du habanero, OK? Dans leur gâteau, ils étaient obligés de l'utiliser. Il n'y avait pas de four, fallait qu'ils fassent du gâteau. Ça l'a fait de la boîte, puis c'était bien trop épicé, c'était dégueulasse, ils se sont brûlés la bouche. Puis à un moment donné, ils ont réalisé, j'ai ni l'expertise, ni l'envie de l'acquérir, ni envie de manger de la bouffe épicée, puis j'ai pas de four. C'était too much. Donc, ils ont demandé à un autre cuisinier de prendre le relais dans sa cuisine. Là, on parle ici de relocalisation. Puis, dans le cas de moi, le rescue, après ça, Sarah qui l'a eu, nous, on en avait des recettes de gâteaux au chocolat épicé. Fait qu'on a fait ça, on l'a tout arrangé d'avance, hein, là, ici, et puis, après ça, à la famille, on lui a donné des instructions, puis eux, il y avait un bon four, puis ça donne-tu bien? C'est du monde qui aime la bouffe épicée. Fait que déjà là, ça partait mieux. Donc ça ici, on parle de cas intenses, OK? Donc on a une certaine influence sur l'environnement. C'est comment on va dépenser notre chien, comment on a de la volonté de régler ces problèmes-là, donc tout ce qui est aux alentours. Mais il y a des choses sur lesquelles la gestion aussi. La gestion, ça rentre là-dedans. Mais il y a des cas aussi sur lesquels où si vous avez des enfants et un chien, puis votre chien haït les enfants, hein, genre fondamentalement, puis admettons vos enfants, c'est des enfants qui sont rough, OK? Il y a toutes sortes d'enfants, là. On parle d'enfants en bas âge, comme ça, tirer sur le poil des chiens. Puis là, il est rendu, il y a des barrières partout dans la maison. À un moment donné aussi, il y a des limites à ce qu'on peut influencer dans l'environnement. Il y a des choses qu'on peut se botter le cul, puis il y a des choses qu'à un moment donné, il faut réaliser, comme dans le cas de moi et avec Zeph et Tumo, en ce moment, là, cette situation-là, il n'y a personne qui est épanoui. Les deux chiens veulent se tuer. Okay? Pour de vrai, je le sais. Je me suis fait mordre par redirection. J'ai failli perdre l'usage de ma main. J'ai eu un air qui est sectionné. Est-ce qu'on s'acharne à faire de l'entraînement puis de la gestion? Dans ce cas-là, c'était relocalisation. J'aurais pu m'acharner. Mon ego en tant qu'entraîneur devait dire j'y ai pas arrivé. Ça a été froissé légèrement. Mais à un moment donné, je me suis rappelé, dans ce cas-là, ma mission, moi, je considère en tant que propriétaire de chien, ma mission, c'est de fournir un contexte, une vie dans laquelle mes chiens peuvent s'épanouir. Pas utopique, pas c'est le paradis 24 heures sur 24. Une situation dans laquelle ils peuvent s'épanouir. Ça veut pas dire qu'il va pas arriver des situations, genre un rendez-vous chez le vet, il est assez blessé il y a une couple d'années, puis c'est jamais revenu à 100%, mais regarde, sa vet, elle vient à la maison pour l'aider, puis gna, tu sais, comme ça ici, ça fait partie de la réalité. C'est un contexte dans lequel, malgré sa blessure, elle peut encore vivre une vie épanouie. Elle peut plus faire de frisbee, mais elle peut quand même avoir une belle vie. Dans le cas de Zeph et Tumo, non. Ces chiens-là saillissent. Tumo voulait péter, il cherchait Zeph partout dans la maison pour y péter la gueule en l'irant, sifflant, jappant à journée longue. Ce qui faisait que Zeph, soit il était dehors, soit il était enfermé dans le salon. Moi, je trouve que c'est pas correct. Donc, et ça ici, il ne avait très peu de possibilités d'amélioration.
Donc, hein, c'est pas une situation qui est temporaire pour une couple de jours, plate, qu'on est comme garde. C'est pas, je me suis de même. Hein? Non, c'était permanent. Donc, dans ce cas-là, j'ai pris la décision qu'il fallait. Donc là, ça ici, on parle de l'environnement à nouveau. Et après ça, on a la volonté, nous, l'entraîneur, faire les entraînements, hein, être assidu, gérer, prendre des bonnes décisions, réaliser les choses qui nous manquent et aller les chercher. Parce que oui, moi, j'en connais des recettes de gâteaux épicés, au chocolat épicé, mais c'est parce que j'ai été les chercher à un moment donné. Je suis pas venue au monde puis ils m'ont sorti du trou de pète. Okay? C'est parce que j'ai été faire des recherches. Parce qu'un jour, je me suis ramassée à devoir cuisiner avec des trucs épicés. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Fait que j'ai été faire ça, puis j'ai noté quelque part une recette de gâteau au chocolat épicé. Ou c'est peut-être une recette de brownies épicés. Mais je me suis dit, attends une minute, je sais comment faire du gâteau. Puis là, ici, j'ai une bonne idée de brownies épicés. Je suis sûre que je suis capable de patenter de quoi. Donc ça, ici, c'est tout ce qui rentre dans l'entraînement. Donc vous, avec votre chien, toutes les décisions que vous prenez, les entraînements que vous faites, les modifications, tout ça ici. Et ces trois-là, ensemble, c'est ça ici qui sont en synergie. On ne choisit pas la génétique de notre chien, mais on peut choisir une idée de la génétique si on va chercher le chiot chez un éleveur éthique, qu'on choisit les parents, qu'on a un bon match du bon chiot de la portée. C'est pas tout le monde qui a ça, mais oui, ça arrive, OK? Mais hein, la génétique, le chien, il est chez vous. Du moment où vous prenez ce chien-là, peu importe le contexte, chiot adulte, éleveur éthique, refuge, tout le reste, hein, du moment où le chien il est dans vos bras, il est à vous. La génétique, on ne peut plus rien faire. Okay? Là, le chien, on l'a déjà. La génétique, là, oui, je sais l'épigénétique, mais ça ne change pas. OK? Ben oui, mais on va dire que non. Après ça, l'environnement, il y a des éléments qu'on peut changer. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas changer. Hein? Donc, on a de la malléabilité. On a des décisions à prendre, puis il y a des choses qu'à un moment donné, il y a une limite. On peut pas, tu sais, par exemple, si on a des enfants humains, puis on a un chien, on peut pas vivre notre vie en fonction du chien. Hein? On a des obligations à un moment donné envers nos enfants. Tu sais, là, je vous sors des exemples non, mais vous comprenez. Si votre job demande que vous habitiez en ville ou en campagne ou peu importe quoi, on peut décider de changer de job ou non, on peut demander du télétravail, mais à un moment donné aussi, il y a des choses sur lesquelles on peut pas changer ça. Comme moi, ben, j'ai accepté pour vivre avec mon conjoint de m'en venir en Outaouais. Et c'est la décision que j'ai prise. Mon conjoint et moi, on a décidé que les 4 chiens allaient vivre ensemble. Moi, je voulais pas redéménager tout seul. Il y a du monde qui m'ont demandé, plutôt que de relocaliser Zeph, pourquoi je me suis pas séparée de David pour retourner vivre tout seul. Et j'ai dit non. Parce que moi, à un moment donné, ce que je veux faire avec ma vie, c'est vivre avec mon conjoint. Ça fait 17 ans qu'on se connaît. Puis, c'est ça que je veux. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des choses dans l'environnement qu'on peut influencer. Et il y en a d'autres qu'à un moment donné, parce que c'est la vie ou par décision, il y a une ligne. Okay? Puis, je pense qu'il faut reconnaître que c'est correct qu'il y en ait une à un moment donné. C'est là où on va commencer à parler de relocalisation, euthanasie de compassion dans le cas de chiens qui vont vraiment pas bien. Et bien entendu, tous les entraînements, qui est la partie où on a le plus d'influence. Fait qu'à la place de pleurer sur « Oh, la génétique, quand il était petit », c'est correct d'en avoir des émotions par rapport à ça. J'en ai eu avec Coro. On va se concentrer sur ce qu'on contrôle. C'est correct de se dire le maudit qui a fait mal à mon chien, hein, je le sais avec Coro, ça m'est arrivé là, que une des anciennes familles, elle a fait plusieurs familles, m'a recontacté puis voulait que X, Y, Z, j'étais comme wow, là, toi, là, tu sais, j'en ai eu des émotions, là, tu sais, c'est correct, on est des êtres humains, mais fallait que je mette mon énergie sur le présent avec Coro, parce que de me réveiller en pleine nuit,
en faisant, si elle avait été chez nous, elle aurait peut-être pas, c'est pas ça qui allait l'aider. Fait que j'ai fait essayer de faire un effort de concentrer mes énergies sur le présent, sur l'entraînement et les parties de l'environnement sur lesquelles j'avais une influence. Donc, ces trois éléments-là sont importants. Mais à un moment donné, de la même manière qu'on a beau souhaiter que notre chien roux soit blanc, il y a des choses qui sont présentes. Puis si on est obligé de mettre du habanero dans notre gâteau ou des épinards, ou si on n'a pas d'œufs, mais il va falloir qu'on aille chercher comment je peux remplacer un œuf. Puis là, on peut mettre de la compote de pommes. Puis là, oui, vous vous rendez probablement compte, je cuisine beaucoup, mais mais c'est ça ici qui est important. Donc, est-ce que c'est tout comment on les élève? Non. Non. Parce que les chiens viennent avec leur génétique. Les chiens viennent avec leur passé. Nous aussi, on vient avec nos bagages. On vient avec nos limites. Puis, c'est correct. Puis, à un moment donné, hein, notre chien, on réalise, il y a telle situation, je veux le régler, ok, mais je vais mettre mon énergie sur les choses que j'influence. L'entraînement, où là, on a une influence immense. Puis c'est surtout là qu'on va mettre nos énergies et les éléments de l'environnement sur lesquels on peut avoir une incidence. Et ça va dépendre de chaque personne. Comme par exemple, la décision de ne pas avoir de visite pour quelqu'un qui vit tout seul, c'est beaucoup plus facile que quelqu'un qui a 5 enfants d'âge varié, conjoint ou conjointe, puis les parents à la maison. Hein? Parce qu'à un moment donné, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Ça va changer d'une personne à l'autre. Et c'est là-dessus qu'on veut mettre nos intentions, notre énergie. Et si vous avez un chien et que vous vous demandez justement sur quoi mettre mon énergie, comment voir les choses arriver, comment agir quand ça arrive, j'ai un petit cours qui s'appelle Normal ou pas normal, le développement de la gestion des émotions chez le chiot et le chien, où on va reparler de tout ça en détail, la génétique, qu'est-ce qui se passe à la naissance du chiot, tous les programmes de socialisation. On va parler aussi de match. On va parler aussi de, OK, le chiot, là, il est chez vous. Vous réalisez qu'il y a telle chose qui se passe. Quand s'inquiéter, quand pas s'inquiéter. Et on va passer chaque stade de développement du chien. Donc, on a parlé du chiot, l'adolescence, le passage à l'âge adulte. Pourquoi la majorité des chiens... Pas mal sûr que quasiment tout le monde ici pense que la réactivité arrive à l'adolescence. En fait, la grosse période à laquelle ça arrive, c'est autour de 1 an et demi à 3 ans. Chez la majorité des chiens. Dans le cours, on vous explique pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de gens qui disent « Je comprends pas, on a fait tout ce qu'on pouvait, c'est arrivé pareil, j'arrive pas à voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus » et justement de parler de l'impact de certains éléments dans le développement parce que, comme je l'ai dit, c'est entre 1 an et demi à 3 ans que la réactivité va souvent apparaître. Et donc, on va parler ici jusqu'à l'atteinte de la maturité. Et passer la maturité, s'il arrive des affaires bizarres, quoi faire? Et c'est là aussi qu'on va parler, ça rentre dans l'environnement, tout l'impact aussi de la douleur, les problèmes de santé. Ce cours-là ici, il est passionnant pour tout ce qui touche de justement savoir qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est pas normal, sur quoi mettre notre œil, comment pas capoter. Et en ce moment, il est en promo. Donc, il y en avait seulement 10 au début en promo. Là, il en reste 4. Donc, il en reste 4 seulement à 27 $.
Après ça, il va être 37. Donc, si vous voulez un des 4 qui reste, c'est le moment pour vous garrocher parce qu'il en reste vraiment pas gros. Et ce cours-là, tout le monde qui l'a suivi l'a trouvé fascinant. Il parle des chiots, mais on va vraiment couvrir jusqu'à l'âge adulte. Même, on va parler un petit peu des seniors. Donc, même si votre chien est plus vieux, c'est super intéressant à suivre. Et c'est un excellent cours pour justement rafraîchir vos connaissances au niveau du développement du chien et de justement voir l'interaction de ces 3 éléments-là, la génétique, l'environnement, et après ça, de savoir si c'est normal ou pas normal, nous donne les clés à nous, qui est la personne qui fait les entraînements, de mettre notre énergie à la bonne place. Et aussi de savoir, par exemple, si votre chiot a peur. Il a peur de quelque chose. Comment est-ce qu'on réagit pour pas faire de dommages? Est-ce qu'on le laisse se débrouiller tout seul? Est-ce qu'on fait... comment est-ce qu'on devient le pôle de sécurité sans devenir trop accaparante, sans l'empêcher aussi de faire ses propres expériences? Donc, on va parler de tout ça ici dans cette formation-là qui est vraiment géniale. Donc, si vous avez les dernières questions, que ce soit par rapport au thème dont on a parlé ou par rapport à la formation, c'est le moment de les poser. Je vais juste aller voir s'il n'y a pas un petit bug avec les commentaires pour être sûr que j'en ai pas manqué. Et donc, si vous avez des questions, c'est maintenant le moment de les poser parce qu'après ça, on va se laisser. Donc, c'est le last call. Et je vais juste aller voir... Donc, pour revenir à la question de Micheline, qu'est-ce qui a le plus d'influence sur le comportement du chien? Est-ce que c'est la génétique, l'environnement ou les entraînements? Moi, je vous dirais que ce qui a le plus d'influence sur le comportement d'un chien, c'est la synergie entre les 3. Et à nouveau, j'aime mieux concentrer mes énergies sur ce que je contrôle que ce que je ne contrôle pas. J'ai pas de réponse parce que les études sont pas rendues là. Avant, on disait que la génétique c'était 70%, l'environnement et les entraînements c'était 30%. Avec la découverte de l'épigénétique, ça l'a changé. Aussi, on rentre dans, on a un chien qui est pas assez dépensé, tout ce qu'il y a de type problème de comportement dans la génétique va ressortir fois 1000. Donc, ici, on a un contexte où même si la génétique n'est pas si pire que ça, ce chien-là va être vraiment difficile à vivre parce que l'environnement au niveau de la dépense n'est pas adéquat. Alors qu'on pourrait avoir un chien qui n'a pas nécessairement la meilleure génétique, qui est avec quelqu'un qui a de la bonne volonté, qui a des connaissances, qui est capable de reconnaître aussi les trous qui manquent dans ses connaissances pour aller les chercher. Bonne dépense au niveau où l'environnement il est adéquat. Ce chien-là va être, j'aime pas dire normal parce que je trouve que ça pose un jugement de valeur envers ceux qui ont des chiens qui ont de grands besoins, mais ce chien-là va être plus facile à vivre. Et après ça aussi, il y a tout ce qui rentre dans les bons matchs. Un chien dans la bonne famille va être quelque chose, ne sera pas nécessairement un problème de comportement, alors que dans une autre famille, ça va l'être. Donc ça ici, c'est important de réaliser ça. Comme par exemple, il y a des gens qui aiment ça, un chien qui s'exprime. Ils aiment un chien qui lit. Et il y a des gens qui sont pas capables. Donc là aussi, ça fait partie de l'environnement. Donc, on ne sait pas lequel est le plus important. Mais ce qu'on sait, c'est sur lesquels on a de l'influence. L'entraînement à 100%, puis une bonne partie de l'environnement. Puis ce qui est important aussi, c'est de savoir reconnaître nos limites, et
Et un autre élément qui est important aussi, c'est pas juste de prendre des décisions dans l'environnement, mais d'être capable de réaliser ces décisions-là. C'est là où toute la confiance en soi aussi, ça rentre, parce que si j'ai beau dire, ok, ben mon chien il est réactif aux êtres humains, je vais limiter les visites à la maison, mais que après ça, je suis pas capable de dire non aux gens parce que j'ai peur de les décevoir. Ça aussi, c'est un autre élément. Et c'est pour ça que moi, je dis en éducation canine, oui, on veut faire des exercices avec le chien. Oui, on veut lui combler ses besoins, en fait, de dépenses, blablabla, mais il faut qu'on travaille avec la maman du chien aussi, parce que si vous n'avez pas la confiance de prendre des bonnes décisions et de mener ces décisions-là, si vous n'avez pas confiance en vous pour même accepter de faire des erreurs, ça ici, ça va être difficile. Mais là, on rentre plus dans mon programme mon chien trop émotif. Je voulais vous parler de mon autre formation qui est normale ou pas normale. Mais en tout cas, bref, si les derniers éléments dont je viens de parler, de confiance, d'être le pôle de sécurité, ça vous parle, vous pouvez m'envoyer un petit message par en privé. On en discutera ensemble. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. C'est rare les lives qui parlent de ça. Et pour moi, c'était important d'en parler parce que je veux pas qu'on culpabilise de pas être capable de changer ce qu'on peut pas changer. Il y a personne ici qui est une mauvaise personne. Il y a personne ici que son chien, c'est un mauvais chien. On est tout du monde qui ont de la valeur intrinsèque en nous-mêmes. Votre chien, il y a de la valeur intrinsèque en lui. C'est un bon chien, vous êtes une bonne maman. Mais ça veut dire aussi d'être capable de reconnaître qu'il y a des limites. Hein? Et de aussi réaliser, il y a peut-être du bottage de fesses à faire. Il y a peut-être aussi des éléments à réaliser que mon chien a de plus gros besoins de dépenses énergétiques que je pensais, mais maintenant, il faut qu'on se pose la question, est-ce que je suis en mesure d'y répondre? Est-ce que je peux me botter les fesses? Si oui, ben je le fais. Si je prends la résolution de le faire, je le fais pour de vrai. Ou de réaliser, ben non, je suis vraiment pas en mesure de le faire, peu importe la raison. Moi, je suis pas là pour juger. Dans ce cas-là, OK, on peut se demander quelles sont les solutions. Est-ce que je peux engager quelqu'un pour m'aider? Est-ce que c'est une promeneuse? Est-ce que je peux engager quelqu'un pour faire de l'entraînement pour moi? Qui est un service que j'offre en passant. Donc, ou est-ce qu'on est dans... Est-ce qu'il y a... Des solutions, il pourrait y en avoir plein. Des fois aussi, c'est de se rendre compte que ça fonctionne juste pas. Il y a des chiens aussi que des fois, on se rend compte. Je voulais pas parler de ça, mais ce chien-là, il est pas bien. Il est pas bien dans sa tête. Peu importe que ce soit des premières expériences de vie et la génétique était vraiment pas bonne, mais ce chien-là, il n'est pas bien et sa vie, c'est un cauchemar. Et sa vie est pourrie, puis il pourrit la vie à tout le monde. Et aucune quantité d'entraînement et aucune quantité de changement d'environnement ne vont régler le fait que ce chien-là, dans sa tête, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il est pas bien. Et là, ici, on est dans un cas d'euthanasie de compassion. Et ça arrive. Puis une autre des raisons pour lesquelles je fais ce live-là, c'est aussi de réaliser que il y a des fois où la génétique est défaillante, puis que là, ça prend l'aide d'un vétérinaire pour venir, où les expériences de vie ont été vraiment difficiles, ben, puis ça l'a influencé le fonctionnement cérébral. Donc là, oui, toute l'aide vétérinaire au niveau de la médication va rentrer là-dedans. Pas pour pas aller promener son chien, mais parce que là, faut qu'on se donne un coup de main. Parce que l'entraînement, ça fonctionne pas parce qu'il y a trop au niveau la génétique et une partie de l'environnement joue contre nous, mais avec l'aide vétérinaire, on se donne une chance. On va grossir la partie, l'influence de l'entraînement. C'est à ça que ça sert la médication. Pas aller promener son chien. Ça sert à augmenter l'influence de l'entraînement. Rendre les outils possibles. Puis des fois,
même avec ça, ça fonctionne pas. Donc là, ici, c'est là où on va parler d'euthanasie, de compassion. Le cerveau, il est bousillé. Il fonctionne juste pas. Hein? De la même façon que si un chien n'est pas de pattes, pas de gueule, ben, il sera pas bien dans sa vie. Ben, des fois, le cerveau, il manque des bouts, OK? Peu importe, je suis pas spécialiste du fonctionnement du cerveau, je suis spécialiste du comportement. Là, on rentre dans de la médecine. Mais là, oui, des fois, c'est une libération de laisser aller. C'est plate, mais ça fait partie du jeu. Puis c'est pour ça aussi que des fois, je veux qu'on se pardonne à nous-mêmes de pas avoir réussi parce que l'influence de la génétique était trop grosse. Si le cerveau y est venu au monde en manquant des bouts, on aurait beau avoir un environnement parfait, puis des entraînements parfaits, puis une maman parfaite, ce qui n'existe pas. Fait qu'arrêtez d'essayer de l'être, OK? Vous êtes vous, puis vous avez le droit d'être vous. Ça fonctionnerait pas plus. Parce que le cerveau, il est né, il manque des morceaux, des connexions, des neurotransmetteurs. Puis, des fois, il y a des problèmes dans l'environnement qui font que mauvais environnement, mauvaise génétique, on aura beau faire des entraînements, ça ne marchera pas. Fait que là, il faut aller voir, est-ce qu'il y a des changements dans l'environnement à faire, des petits changements, des moyens changements, puis des fois, le gros changement, relocalisation. Puis des fois, on a du monde pourri, mais qui ont un super bon chien. J'ai déjà vu un chien là, qui sortait d'une usine à chiots. Ça a été une reproductrice. Cette chienne-là avait vécu dans une cage toute sa vie. Est arrivée dans une super bonne famille. Mais, tu sais, c'était pas des entraîneurs, mais c'était du bon monde avec de la bonne volonté. Puis la génétique était correcte. Fait que malgré que le début de vie a été horrible, la chienne était correcte. Puis tout le monde était comme, man, ce chien-là aurait pu être tellement bousillé, mais comme finalement, la génétique était juste tellement bonne que, ourra! Puis vous savez, c'est qui les pires qui jugent? C'est le monde qui ont des chiens avec une génétique super bonne. Hein? Ça peut être des bâtards de coin de rue, mais qui ont juste été chanceux à la loterie de la génétique. Ou des fois, c'est juste un bon chien de refuge que quelqu'un a eu. Le chien n'avait pas de problème, il avait juste besoin d'une nouvelle maison. Puis, il y a du monde qui ont des bons chiens qui n'ont pas eu à faire d'efforts trop. Puis souvent, c'est les pires qui jugent parce qu'ils ne savent pas c'est quoi. Mais nous, ici, dans ma communauté, on le sait c'est quoi. Fait que là, j'espère que vous allez vous donner un break à vous-même comme à votre chien. Puis, oui, c'est un deuil à faire de réaliser que, soit dans les premières expériences de vie de notre chien, on a fait des erreurs. Il y a des gens qui ont fait des erreurs avec notre chien qui nous était destiné, mais on n'était pas dans sa vie encore. Puis des fois, il y a des problèmes au niveau de la génétique. OK, ça fait mal, il y a un deuil à faire, mais ça, on n'en est pas responsable. Nous, on est responsable de aujourd'hui, maintenant et le futur. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? La question, elle est là. C'est pas qu'est-ce que j'aurais donc dû. C'est maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire. OK, on se laisse. J'ai beaucoup dépassé de mon temps, mais c'était un sujet qui était très important pour moi. On a parlé de plein de tabous. Hey, relocalisation, euthanasie de compassion, médication, génétique. Hey, je suis en feu. Premier épisode de balado de l'année, on a couvert tous les tabous. Et donc, on se revoit la semaine prochaine pour une autre présentation live. Celle-ci va être un petit peu plus léger, je promets rien, mais je vais essayer de faire un plus étoffé, un plus léger. Bref. Si vous avez des idées de sujets, dites-moi-le dans les commentaires. Ça m'intéresse toujours d'avoir vos idées. Et on se revoit la semaine prochaine. Vous me direz aussi si vous aimez cette heure-là à 1h30. J'ai bien aimé, moi, ça me donne l'occasion de pouvoir manger avant. Mais là, je m'en vais promener mes chiens malgré la température. Bye bye! Ciao!